Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir et bonne année à tous et bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de ce journal. Tradition respectée cette année encore, plusieurs chefs d'État africains se sont adressés à leur nation, des discours qui ont touché entre autres domaines l'économie et la sécurité. La RDC coupée ou presque coupée du monde. Les connexions Internet sont toujours suspendues dans le pays, une mesure prise par le gouvernement. Et ici, aux États-Unis, le président Donald Trump continue de défendre son plan de retrait des troupes américaines de la Syrie. If they want us to do the fighting, they also have to pay a price. And sometimes Une fois encore, bonsoir. Le Monde aujourd'hui, première édition de l'année 2019. Une année que la RDC, et on le disait en titre, commence en étant coupée ou presque coupée du monde. Les connexions Internet mobiles à Kinshasa et dans d'autres villes du pays ont ralenti ou ont complètement disparu depuis lundi à la mi-journée. Une situation qui, selon certains, est une action des autorités visant à empêcher la diffusion d'informations notamment des tendances des élections du 30 décembre dernier. Arzouma Compaoré. L'absence de connexion Internet a été remarquée alors que les bureaux de vote commençaient à envoyer les résultats des élections présidentielles au centre de compilation. Les sociétés de télécommunications Vodacom, Airtel, Africell et Orange ont toutes interrompu leur service Internet vers 11 h du matin sans toutefois donner d'explication. Et même sur le gouvernement, c'est comment communiquer ou couper ce système-là, mais pas couper l'Internet pour tout le monde. Cette coupure d'Internet aura des conséquences et cela prouve que la CENI ne veut pas être transparente. C'est une tentative de tromper et de voler nos votes pour mettre le numéro 13 au pouvoir. Je n'ai pas peur de dire son nom, Shadari. Nous ne voulons pas de ça. En l'absence d'Internet, c'est aussi une frange de travailleurs congolais qui en paie le prix. Aujourd'hui, avant que nous dormons, qu'ils puissent remettre notre Internet pour que nous soyons en ligne de ce que nous faisons. Moi, tel que moi, je travaille beaucoup sur l'Internet. Tel qu'on a fait ça, je ne travaille plus. Pour certains groupes de la société civile, ce sont les droits des Congolais qui sont ainsi bafoués. La connexion Internet est coupée sans préavis, même pas des explications à fournir à la dite communauté. On a bafoué tous les droits du peuple congolais, même à ce point. Jusque-là, aucun commentaire du gouvernement n'a été donné. Une source au ministère des Postes et des Télécommunications a affirmé qu'une déclaration serait faite plus tard dans la journée. Dans le passé, les autorités ont déjà coupé Internet, affirmant qu'elles cherchaient à empêcher la propagation de rumeurs lors des manifestations. À propos de ces coupures en RDC, les grands pays occidentaux, dans un communiqué, ont demandé ce mardi à la République démocratique du Congo de débloquer l'accès aux moyens de communication dans l'attente des résultats des élections organisées dimanche. Résultats qui seront publiés au plus tard le 6 janvier selon la CENI. Dans un tweet, Mike Hammer, nouvel ambassadeur des États-Unis, a souhaité qu'Internet soit débloqué. Parmi les plus touchés par cette mesure, les médias en ligne. Eddie Isango a joint pour nous Eric Kikuna, secrétaire général de l'Association des médias en ligne de la RDC. Sans Internet, aucun média ici en République démocratique du Congo ne peut fonctionner. Donc nous sommes pénalisés et nous ne savons pas combien de temps cela va durer. Est-ce jusqu'à la proclamation des résultats? Est-ce jusqu'à la proclamation définitive des résultats? Est-ce que ça sera au lendemain de la proclamation? Personne ne sait ici en République démocratique du Congo, jusqu'à preuve du contraire, combien de temps cette mesure va durer. Entre-temps, des millions de Congolais ne seront pas informés, des milliers de Congolais qui sont à travers le pays ou au-delà des frontières de la République démocratique du Congo ne pourront pas avoir l'information de ce qui se déroule ici en République démocratique du Congo. Donc nous sommes pénalisés, les médias sont à l'arrêt, les rédactions ne fonctionnent pas depuis 24 heures. Depuis 24 heures, c'est au deuxième jour aujourd'hui, nous tendons vers le 48 heures et c'est vraiment attentatoire à l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo.
Pour approfondir sur cette actualité en RDC, retrouvons au téléphone à Paris Julie Oono. Elle est directrice exécutive d'Internet sans frontières. Julie Oono, bonsoir et bonne année. Bonsoir, meilleurs vœux à vous également et à toute la rédaction. Alors, comment cette coupure d'Internet en RDC est-elle perçue au niveau d'Internet sans frontières? Alors, évidemment, elle est perçue négativement, mais malheureusement, il faut dire que nous nous y attendions, Internet sans frontières. Pourquoi? Parce que nous avons de signes classiques de la part du gouvernement du Congo d'une part, mais plus globalement de la part de nombreux gouvernements qui en période électorale se trouvent un peu plus tendus et donc recours à cette forme radicale de censure qui consiste donc à couper Internet ou en tout cas à bloquer l'accès et l'usage de certaines applications de messagerie ou réseaux sociaux. Particulièrement cette fois-ci en RDC, ce qui nous inquiète, c'est que nous avons reçu de nombreux rapports selon lesquels, cette fois, en plus des coupures totales du réseau dans certaines zones du pays et aussi en plus des blocages d'accès aux réseaux sociaux, il y a également une demande qui a été faite aux opérateurs de télécommunications de rendre difficile, voire de bloquer, d'empêcher le partage d'images et de vidéos. Cela démontre que quoi? Cela contredit totalement la justification du gouvernement qui consiste à dire que oui, on coupe parce qu'on empêche les gens de partager les résultats, des faux résultats des élections. Justement. Or, les images et les vidéos, généralement, comme on le sait, ont été utilisées dans le contexte congolais pour montrer justement les atteintes au droit de vote ou bien les atteintes même au droit de manifester, comme ça a pu être le cas par exemple en 2017 ou même en 2015 où on avait vu des vidéos dans lesquelles des manifestants se faisaient molester injustement par les forces de l'ordre. Donc vraiment, nous sommes très déçus du gouvernement, il faut le dire. Et puis aussi évidemment très inquiets parce que ça n'augure absolument rien de bon pour le résultat de l'élection. Il faut dire que de toute l'histoire récente, coupures Internet ont toujours rimé avec manipulation des élections et perte de l'intégrité du vote. Et ça, alors justement, permettez que je vous interromps. Alors le gouvernement congolais, ou du moins ceux qui lui sont proches, et vous avez esquissé cela tout à l'heure, estime que couper Internet permet justement de ne pas diffuser des informations qui sont inexactes, notamment les tendances des élections, des résultats des élections. C'est absolument faux. Au contraire, l'expérience et les études, toutes les études démontrent que lorsqu'on coupe Internet, on crée encore beaucoup plus de psychose et encore plus de suspicion. Là où le gouvernement aurait dû peut-être être plus transparent, c'est de justement laisser des observateurs, quels qu'ils soient, venir dans les bureaux de vote et justement faire ce travail-là de pouvoir également comptabiliser le nombre d'inscrits, le nombre de votes qui ont été reçus. Or, on voit que dans le processus électoral, la commission électorale a refusé d'accréditation à de nombreux observateurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Donc, c'est très malhonnête de la part du gouvernement de dire qu'ils empêchent la diffusion de faux résultats quand eux-mêmes ils ont empêché que de manière transparente des résultats plus fiables soient collectés par des associations, des organisations de la société civile ou bien par des observateurs internationaux ou régionaux. Donc, nous, ce qu'on note, c'est que nous sommes inquiets et nous notons vraiment que le gouvernement, pour le coup, est d'une malhonnêteté qui doit être dénoncée avec force et d'autant plus dénoncée qu'aujourd'hui, on utilise les machines à voter on a utilisé les machines à voter en RD Congo, on ne peut pas utiliser les machines à voter et en même temps couper Internet. En fait, on ne peut pas être schizophrène, en même temps opter pour la technologie, mais en même temps se couper ou en tout cas couper les citoyens de la technologie. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est à son terme. Merci Julie, on aurait pu continuer cette discussion et on le fera certainement à d'autres occasions. Julie Oono, directrice exécutive d'Internet sans frontières. Au Tchad, les élections législatives et communales, plusieurs fois repoussées depuis 2 ans, auront lieu avant la fin du premier semestre 2019. L'annonce a été faite par le président tchadien Idriss Déby Itno. Les dernières législatives avaient eu lieu en 2011. La 3e législature à l'Assemblée aurait dû se terminer le 21 juin 2015. Mais une loi constitutionnelle l'avait prolongée. Idriss Déby espère obtenir 30 milliards de francs CFA auprès de la communauté internationale pour ces élections. Le 1er janvier, ce sont aussi les traditionnels messages de vœux traditionnels, donc,
qui retiennent l'attention. Les chefs d'État camerounais Paul Biya et burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré ont longuement évoqué la situation sécuritaire dans leur pays. Au Gabon, le discours d'Ali Bongo était très attendu. Il s'agissait de sa première prise de parole depuis son accident vasculaire cérébral. Des détails avec Raïssa Gironda. Le passage à la nouvelle année a été marqué par la fin d'un long suspense. Dans une vidéo enregistrée à Rabat, au Maroc, où il est en convalescence, le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, a voulu rassurer ses compatriotes sur son état de santé. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je vais mieux. Je me prépare à vous retrouver très vite. Des propos mettant fin à de nombreuses spéculations sur son incapacité, voire sa mort, même si les stigmates de la maladie sont bien visibles. Au Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré a déclaré l'état d'urgence dans 6 régions du pays en vue de lutter contre le terrorisme. Selon lui, la dernière attaque du 27 décembre, qui a coûté la vie à 10 gendarmes, interpelle sur la nécessité d'accélérer les réformes au sein des forces de défense et de sécurité. Le chef de l'État camerounais Paul Biya a évoqué le contexte sécuritaire dans les régions anglophones, lequel retiendra, selon lui, l'essentiel de son attention dans les prochains mois. Il s'est exprimé pour la première fois sur le retrait de son pays par la Confédération africaine de football de l'organisation de la CAN 2019. Tous les investissements liés à l'organisation de la CAN seront réalisés. Dernier vœu du septennat du président sénégalais Macky Sall, il a défendu son bilan à quelques semaines de l'élection du 24 février. Nouvelle route, nouveaux trains ou encore développement de l'agriculture, la deuxième phase du plan Sénégal émergent au centre de l'année 2019. Ici, aux États-Unis, le président Donald Trump a défendu pour sa part son plan de retrait des troupes américaines de la Syrie. Il a affirmé que les soldats retournent à petit à la maison tout en continuant la lutte contre le groupe État islamique. La Maison-Blanche a annoncé à la mi-décembre que les États-Unis allaient rapidement retirer 2000 soldats de la Syrie, mais le retrait se fait plutôt lentement. C'est un reportage de Patsy Widakuswara. Le récit est de Yacouba Ouedraogo. Les troupes américaines patrouillent toujours à Manbij, un village syrien près de la frontière avec la Turquie, où se sont retirées les forces kurdes soutenues par les États-Unis. Il y a 2 semaines, Donald Trump a déclaré qu'il allait immédiatement retirer 2000 soldats de la Syrie. Sur Twitter, le président américain a défendu de nouveau sa décision, mais au lieu du mot « immédiatement », il a plutôt affirmé que les troupes américaines sont renvoyées lentement chez elles, en même temps qu'elles combattent les poches de résistance du groupe État islamique. Un message similaire a été relayé par Lindsey Graham, un sénateur républicain opposé à ce retrait. Nous sommes dans une situation de pause. Nous sommes en train de réévaluer la situation pour trouver le meilleur moyen d'atteindre l'objectif du président pour que les autres contribuent davantage. Trump lui-même évoque souvent l'idée de partager le fardeau financier de la guerre. S'ils veulent que nous prenions la charge des combats, ils doivent en payer le prix. Et parfois, c'est un coût monétaire. Au cours du week-end, les ministres turcs et russes des Affaires étrangères se sont rencontrés pour coordonner leurs forces en Syrie après la décision du retrait américain. Le sénateur républicain Marco Rubio a prévenu qu'un retrait complet peut signifier que Washington ne jouera pas un rôle en Syrie après le conflit. Les décisions seront prises par les Turcs, les Russes, les Iraniens et Assad. Aucun d'eux ne tiendra compte de nos intérêts. Le sénateur Rubio a ajouté qu'un retrait pourrait déstabiliser la région et déclencher une guerre entre le Hezbollah et Israël, un allié clé des États-Unis. Et puis les présidents chinois et américains se sont mutuellement engagés ce mardi à renforcer leur coopération dans des messages marquant le 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les 2 pays. Et c'est la pause pour ce journal. On vous retrouve dans un instant.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Le désert tunisien comme destination touristique. Ils sont de plus en plus nombreux à la choisir. Nous vous y amènerons dans ce journal. Quelle perspective économique pour le continent africain en 2019? On le verra, la reprise en Afrique subsaharienne progressera lentement. Et puis en sport, les 3 finalistes pour le titre de Ballon d'Or africain 2018 sont connus. La CAF les a dévoilés ce mardi. Le Monde aujourd'hui vous propose chaque mardi un coup d'œil sur l'économie. Cette chronique nous est présentée aujourd'hui par Eric Manirakiza qui rentre fraîchement des vacances. Bonsoir Eric et bonne année. Bonsoir John, meilleurs vœux. Alors, on va en RDC, le géant des Grands Lacs, des initiatives agricoles, communautaires et privées s'activent pour sortir de la petite agriculture de subsistance. La RDC est aujourd'hui un importateur net de denrées alimentaires et pourtant, le pays comprend 80 millions d'hectares de terres arables qui sont parmi les plus fertiles du monde, mais 10% seulement sont exploités. Kinshasa est un gigantesque marché agricole avec ses 12 millions de bouches à nourrir. Le centre agropastoral Bondeko Yasika, une initiative communautaire et privée, tente d'en profiter. Ce groupement a déjà commencé la récolte de ces 15 hectares de manioc avant la saison. Suivez. Je ne suis pas agronome. De formation, je suis épidémiologiste. J'aime tellement la terre. J'adore la terre. Quand je touche ça, j'ai un plaisir. Alors je me suis dit, je vais me lancer dans l'agriculture. Et j'apprends sur le tas. Vous voyez, nous avons le manioc. Nous plantons le maïs, les patates douces, les gombos, les piments et toute une variété, ce qui est souvent produit pendant la saison pluvieuse. Mais jusque-là, nous avons déjà récolté, on a déjà produit 100 sacs d'écossais de manioc. Cependant, l'entrepreneuriat agricole relève d'un parcours de combattant pour réussir le pari. Les difficultés sont nombreuses, notamment le manque d'outils aratoires et le financement. Alors, de la RDC où on aime toucher la terre, allons au Rwanda pour découvrir une jeune femme qui, elle, s'est lancée dans le commerce du gaz, Eric. C'est une réfugiée burundaise séduite par la vision verte et les politiques de Kigali qui permettent aux réfugiés de travailler. Elle a donc bénéficié d'un programme de prêt créé spécifiquement par le Rwanda. Kigali a initié l'inclusion économique au profit des réfugiés pour leur faciliter à accéder au crédit et à l'emploi. Elle dirige maintenant une entreprise florissante qui vend des bouteilles de gaz à énergie propre. L'avantage d'être à Kigali est que vous pouvez travailler, vous pouvez trouver des opportunités, vous pouvez utiliser vos mains et faire connaître votre entreprise. Je me suis lancée dans le gaz parce que j'y ai réfléchi. J'ai réalisé que la vision du Rwanda s'oriente vers les énergies propres. Et j'ai décidé d'entrer dans le business de gaz. Cela nécessite beaucoup de capitaux, mais je voulais essayer. Aujourd'hui, cette femme, Annick Iliwachu, que vous venez de découvrir, peut subvenir aux besoins de sa famille et aussi redonner à la ville qui lui a donné espoir. Pour elle, son entreprise est une nouvelle vie. Les affaires se sont développées et elle emploie actuellement 5 autres personnes. Et on espère que les affaires continueront donc à se développer. Merci Eric Manirakiza et à la semaine prochaine. Restons en économie. La reprise à l'Afrique subsaharienne progressera lentement en 2019. Des analystes tirent la sonnette d'alarme quant au taux d'endettement de certains pays. Il y a également un tollé général dans plusieurs pays où les pouvoirs publics sont en quête de revenus supplémentaires
pour atteindre leurs objectifs de développement. Les précisions avec Eki Abadou. Les économistes indiquent que le faible commerce intra-régional de l'Afrique, qui ne représente que 15% de ces échanges, est l'une des raisons de la pauvreté persistante et de l'absence d'une base manufacturière solide sur le continent. Pour que la zone de libre-échange de l'Afrique fonctionne, il est important que nous produisions davantage, que nous fassions des transformations agroalimentaires, des transformations d'une façon générale sur le continent. Le peu de produits disponibles aurait pu être encore moins cette année, la Banque mondiale ayant ajusté la prévision de la croissance économique de l'Afrique de 3,1 à 2,7%. Le Nigeria et l'Afrique du Sud, les deux économies qui poussent normalement le continent vers une croissance plus rapide, ont du mal à récupérer leur potentiel, même si les prix des produits de base se sont améliorés. Bien que les entrées de capitaux en Afrique aient augmenté de manière exponentielle ces dernières années, il existe encore des risques car l'augmentation provient en grande partie de la dette. Le FMI a annoncé cette année que les dettes sont passées de 3 milliards de dollars en 2000 à 60 milliards en 2017. Ce qui nous préoccupe en réalité, c'est le rythme de l'augmentation plutôt que le niveau de la dette en moyenne. Mais ce qui est inquiétant notamment au niveau des pays exportateurs d'un produit national ou particulièrement de pétrole, on observe une nette hausse de la dette sur les 2 dernières années. En plus des niveaux sans précédent de la dette, certains gouvernements africains comme le Kenya, le Zimbabwe et la Somalie ont augmenté les impôts afin de pouvoir financer divers objectifs de développement. Le Soudan a dû voir aussi sa fortune disparaître. L'économie du pays est en difficulté depuis la sécession avec le Sud en 2011, une rupture qui a emporté les 3/4 de sa production de pétrole. Pour les dernières nouvelles du monde sportif, nous retrouvons maintenant Yacouba Ouedraogo. Yacouba, la course pour le titre de meilleur joueur africain de l'année est lancée. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Effectivement, ils étaient 10 au départ et ne sont plus que 3 en lice pour le titre de meilleur joueur africain de l'année. La CAF a dévoilé l'identité des 3 finalistes pour le prix de Ballon d'Or africain 2018. On retrouve exactement le même trio qu'en 2017 avec l'Égyptien Mohamed Salah, tenant du titre, son compère sénégalais de Liverpool Sadio Mané et le buteur gabonais d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, lauréat en 2015. Le vainqueur sera connu le 8 janvier lors des CAF Awards qui auront lieu à Dakar, au Sénégal donc. Et puis, Nasri est de retour. L'ancien international français s'est engagé avec West Ham jusqu'à la fin de la saison avec une option pour une prolongation. Nasri, 31 ans, avait été suspendu pour dopage par l'Agence mondiale antidopage. Depuis le 1er juillet 2017, sa peine expire aujourd'hui, 1er janvier 2019. Il va retrouver à West Ham Manuel Pellegrini, le manager avec lequel il avait conquis l'un de ses 2 titres de champion d'Angleterre avec Manchester City. Nasri était sans club depuis le 31 juillet 2018 et son 31 janvier 2018 et son départ du club turc d'Antalya Sport. Toujours en Premier League, Chelsea a enregistré un chiffre d'affaires record. Les Blues ont franchi le cap des 400 millions de livres en 2018. Les bénéfices s'élèvent à 62 millions de livres pour la saison 2017-2018, d'après le club classé 4e du championnat anglais. Ces revenus sont en hausse par rapport à la saison précédente, grâce en grande partie aux ventes des joueurs et du retour en Ligue des Champions. À cela s'ajoutent les dividendes d'un nouveau contrat signé avec l'équipementier américain Nike, des montants de 60 millions de livres par an. Voilà donc pour les sports. On se retrouve demain. Merci Yacouba Ouedraogo. 2018 s'est bien achevé pour les hôtels du sud de la Tunisie et 2019 s'annonce assez profitable. Plus de 8000 visiteurs sont attendus pour cette saison hivernale dans les régions de Tozeur, Touze ou Kébéli. Les touristes, dont une majorité des Tunisiens, passent leurs vacances dans le Sahara où diverses activités culturelles sont organisées pour promouvoir les richesses du désert. Un retour des vacanciers salutaire pour cette région où le tourisme s'est écroulé suite aux attaques terroristes qui ont marqué la Tunisie. C'est un reportage de Kedir Mabrouka.
C'est la période la plus attendue de l'année pour Khalil, un guide touristique de la région de Douze. Khalil et ses amis ont toujours vécu du tourisme, la principale source de revenus de la ville, avec la production de dattes. Cette année, Khalil se dit très content car le nombre de touristes a augmenté par rapport aux années précédentes. Quand nos touristes étrangers et tunisiens viennent, on les prend pour une visite dans le désert. Ils peuvent faire aussi des tours de quad. Ils mettent les écharpes que nous utilisons ici dans la région et nos habits traditionnels du sud aussi. C'est sur cette place que les habitants de Tozeur célèbrent depuis 40 ans le Festival international des oasis de Tozeur. Des centaines de visiteurs assistent aujourd'hui au spectacle de plusieurs troupes folkloriques. C'est très important d'abord de revivifier ces traditions, ce patrimoine, cet héritage qui est assez important, et de le rendre en adéquation avec l'économie culturelle, solidaire, sociale, à travers le tourisme, l'exploitation de l'artisanat. Chaque jour, des stations de tourisme organisent des caravanes de dromadaires et de calèches pour les touristes tunisiens et étrangers. Ici à Douze, les habitants sont très heureux du retour de visiteurs après une crise qui a marqué la région ces dernières années. Je suis marin, la mer c'est quelque chose de mes origines bretonnes, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais c'est un peu la même chose en fait, la solitude. Le désert tunisien n'a jamais connu d'attaque terroriste. La dynamique vécue par la région cette année aidera les habitants de Djerid à surmonter la récession pendant les mois prochains. Si la chaleur du désert vous étouffe, que diriez-vous d'une petite visite dans la ville de la glace? Eh bien, en dépit des températures négatives, les sculptures de glace et autres activités hivernales du Festival international de la glace et de la neige permettent de garder l'esprit des visiteurs éveillés, et cela se passe à Harbin, une ville située dans le nord de la Chine. Là-bas, vous pouvez admirer des sculptures de glace de formes et de tailles différentes, allant de créatures miniatures et mignonnes à des cathédrales et des palais de plus de 10 mètres de haut. Tout cela fabriqué à partir des blocs de glace, lesquels sont éclairés par une multitude de lumières colorées. Un spectacle qui chaque année attire plus d'1 million de visiteurs venant aussi bien de la Chine que du monde entier. Et si vous êtes intéressé, vous avez jusqu'à février pour aller visiter cela. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Permettez-moi au nom de toute l'équipe de vous adresser mes vœux les meilleurs pour 2019. Excellente soirée à toutes et à tous. Demain est un autre jour. Bonsoir.